Jeudi 23 octobre pour terminer la semaine. Aujourd'hui, on fabrique du kombucha avec quoi? Des vieilles bactéries. On vous dit aussi si le Québec est assez riche pour être un pays. On se fait mettre KO par une championne de boxe. Et on vous prouve que des fois, ben c'est correct de dire « je m'en fous ». Bienvenue, on va se le dire. Jeudi, on termine la semaine. Il mouille. C'est pas grave. C'est pas grave. Ben non. Ben non. On termine la semaine avec du beau monde en plus. Mélanie Ménard, le nouveau journaliste indépendant / humoriste, / homme à tout faire, / papa. Nicolas Femme, Catherine Mercier de la Semaine verte. Et Laurent Paquin qui, si on se fie à l'intelligence artificielle de Google, est le fils de Patricia Paquin. Ah! Regarde, la mère de Laurent Paquin est Patricia Paquin. Hey, je m'en suis toujours douté. Bien, on a un air, hein? C'est ça, on va se le dire. On le voit, là. J'ai été longtemps son frère jumeau. C'est vrai? Oui. Ben, je suis content, mais elle doit trouver ça vachement insultant, mais bon. C'est quand même drôle. Moi, c'est souvent dans les articles, Bianca Gervais sort avec Sébastien Benoît, avec Alexandre Diaz pour Alexandra Diaz. Toi, est-ce qu'on te confond avec des gens? Ou est-ce que... Non. J'ai eu Chantal Lamarre au début, quand on avait les cheveux courts. Hey, les gens nous confondaient toujours, Chantal Lamarre et moi. Ouais. Voyons. Ah oui, vous trouvez rien? Zéro puis une barre. Oui. Ben, moi, quand je t'ai vu arriver, la première réflexion que je me suis faite, j'ai fait « Ah, une nouvelle Chantal Lamarre ». Quand tu m'avais arrivé dans le milieu, pas ce matin. La première fois que je t'ai vu à la télé, à l'époque. C'était dans OK, Presse c'est vrai, Citron. c'est vrai. Oui! Oh, merci de rappeler ce beau souvenir. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Non, mais on a vérifié, tout ça va. L'intelligence artificielle te connaît, Oui. Catherine aussi. Ah oui? Nicolas, ça va? C'est ça que j'allais dire. Soyez donc contents d'avoir des pages Wikipédia. Non, mais attends un petit peu, parce que là, on cherche qui est Nicolas Femme. Ça fonctionne côté CV, c'est la photo. T'as comme changé de face. Regarde, t'es Rachid. Ben voyons donc! T'es C'est Mehdi. Mehdi. Mehdi, oui, j'ai dit Rachid. Ben oui, tu vois, je mélange. Même moi, j'ai mélange. Hey, ça va bien. Je serais surpris de ce que ça me fait mettre des lunettes, là. Ça change transforme. complètement, là. Mais je trouve ça très étrange quand même. C'est un topo que j'avais fait. C'est un topo, ben voilà. On souhaite tous réduire notre temps d'écran là, pendant qu'on est dans nos écrans, justement. Et là, il y a un Américain, puis là, je vois ça, j'ai hâte qu'on en parle. Un Américain, écoutez ça, qui a sorti l'artillerie lourde, littéralement, pour s'obliger à le faire. Il a développé un étui de cellulaire, on va dire, dissuasif. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des poids. Dissuasif, je dirais. Mais là, le problème, là, c'est qu'il y a... Toi, t'en as fait un maison, là, pour nous montrer comment ça marche. Non, j'ai fait semblant de ne pas être fort pendant 2 secondes, là, tu sais. Mais oui, non, c'est que son idée, il est parti du fait qu'il y a le quart des jeunes au secondaire qui passent plus que 4 heures devant un écran, le quart des tout-petits plus qu'1 heure devant un écran chaque jour, puis c'est un problème parce que, bon, c'est associé à des retards d'apprentissage, à des troubles de santé mentale, du sommeil, ainsi de suite. Fait que là, lui, il s'est dit, ça nous prend une solution pour faire ça. Puis le problème, c'est que les parents aussi ont une utilisation problématique des cellulaires. Fait qu'il s'est dit, regarde bien ça, je vais faire un étui qui pèse 6 livres ou 2,5 kg. Toi, t'as pris un 10 vu que t'es très fort. Moi, j'ai pris un 10 parce que j'avais rien de 6 livres à la maison. Fait que, tu sais, j'étais assez sceptique initialement, mais je dois dire que la conclusion, attachez-vous bien, j'ai vraiment moins regardé mon cellulaire parce qu'il était vraiment lourd. Mais attends, ça fait combien de temps que tu l'as? J'ai fait ça 48 heures. Oui. Mais tu traînais avec toi au magasin et tout ça? Oui, partout avec la poussette. Dans une Moi, poche. je sors mon c'est sel génial. des fois pour pousser la poussette du bébé, puis là, j'étais prêt à faire ça. Fallait que je mette le sel dans la poussette, puis que, tu sais, que je tienne mon bébé dans les mains. Peut-être que les gens se disent Nicolas Femme est rendu vraiment douche. Là. Il fait Check-moi des ça, poids le gros sans douche arrêt. qui s'entraîne en tout temps. Non, mais c'est parce que Il est l'idée... très musclé, mais juste d'un bras. D'un bras. Il y a des gros pipes L'idée d'un bras. L'idée derrière ça, tu sais, moi, j'étais sceptique parce que je trouvais que c'était une solution un peu comme patcher un problème ou de régler le problème à la source. Puis en psychologie, tu sais, du renforcement négatif, c'est un peu l'inverse de Pavlov. Si on veut, tu sais, tu te punis à chaque fois que tu as un comportement pour t'en défaire. C'est prouvé que c'est moins efficace à long terme que du renforcement positif, d'un meilleur comportement. Tu sais, est-ce que le problème, c'est que nos selles sont trop légers ou est-ce qu'on est dépendant à la gratification immédiate de la dopamine qu'on va chercher sur les autres? Bref. Moi, j'ai l'impression que ça marche parce qu'on y pense. Ben, c'est peut-être pas tant le poids, c'est juste que quand tu le vois, tu dis ah oui, c'est... Ah. Ouais, non, mais c'est ça, j'étais sceptique. Ça te fait prendre conscience. Ben, il me J'étais semble. sceptique, mais je l'ai moins regardé, mon cellulaire. Fait que, tu sais... Il y a le côté pratique aussi, là. C'est comme une grosse Christie de belle. Tu sais, juste ça, pour vrai, c'est un paquet de troubles. Tu peux pas te mettre ça dans tes poches puis juste le sortir facilement. Peut-être prendre le même étui qu'on a, mais tu le fais en tungstène. Puis tu le fais un peu plus épais. Puis tu t'arranges pour qu'il pèse 2-3 livres, là.
Je serais curieux, là, C'est mais ça désagréable. je pense que les gens s'en rendraient peut-être pas compte, T'as raison. mais ils sortiraient peut-être moins spontanément. Non, mais c'est ça, juste pour conclure, le but de cet homme-là, c'était de faire quelque chose qui ramène le cellulaire à sa fonction initiale d'outil. Tu t'en sers pour appeler quelqu'un, blablabla. intéressant. Puis tu veux juste arrêter de le prendre par réflexe. Parce que quand on le prend, on se réveille, puis on le prend tout de suite, checker nos messages. On n'a pas besoin de ça. Attends, tu dis qu'on peut appeler quelqu'un avec ça? Pas tous, pas tous. Révélation. Enfin. Mais moi, j'ai un ami qui a fait quelque chose, puis ça, j'haïs pas ça. Il y a une fonction où vous pouvez le mettre en noir et blanc. Donc, tout ton écran est en noir et blanc. Là, c'était pour ses enfants à la base, puis il dit ça fonctionne vraiment. Parce que ça devient ennuyant. Ben oui, ils sont comme, bon, là, je n'irai pas. Puis il dit, même moi, ça me fait penser à ça. Puis je suis comme, voyons, c'est bien plate. Fait que je le prends moins. J'ai moins le réflexe d'aller dessus. Ça, c'est intéressant. moins attrayant. Mais vas-tu le garder? Ben oui, Tu pourrais ben oui, m'appeler ça, Seb. là? Ben Ça oui, serait belle. c'est super, là. Ouais, j'ai du fun, là, tu sais. Pour un journaliste, en plus. Oui, je suis sur le cas. Ça va super bien. C'est là. rough pour les poches de jeans. Mais un peu pour rough. la sacoche de la blonde aussi. Parce que Ah quand oui, t'as on raison. s'en va quelque part, moi, mon chum dit toujours « je peux-tu mettre mon cellulaire dans ta sacoche? » Hey, ça, c'est sûr que non. Non, mais en même temps, tu Un t'en gros vas à non. ton auto, le soir, il fait noir, ça te fait une arme offensive. C'est Ouais, vrai. tout à fait. Ben, c'est pratique pour écouter des trucs aussi. Comme Oh oui, ça, là. absolument. Ah oui. Regarde, Faut non, y il y a voir plein de beaucoup. d'idées. Il y a du bon puis il y a du mauvais dans tout, C'est finalement. ça. Dans les écoles, on est un peu reliés quand même parce que ceci provoque peut-être cela. 2 fois plus d'élèves qui ont des plans d'intervention qu'il y a 10 ans. Donc, on parle de jeunes qui ont besoin d'un accompagnement justement personnel. Ils ont des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation au secondaire et au primaire. Puis là, quand on parle sur secondaire, c'est le cas d'un élève sur 3. C'est quand même pas mal de monde. Tu sais, toi, tu t'en as parlé souvent de ton TDA que tu as appris sur le tard et tout ça. Ouais. Ce qui fait que tu as passé par comment dire, Le chemin régulier. le chemin régulier ou plus conventionnel. Exact. Sans plan d'intervention. Mais c'est drôle parce que mes amis, j'ai beaucoup d'amis qui sont enseignantes. Ouais. Puis c'est devenu courant. La première question cette année, t'as combien de plans d'intervention? T'as combien? Ah, puis là, c'est vraiment, c'est devenu leur discours Ça alourdit leur de tâche. tous les jours. Ben oui. Non, moi, j'ai eu mon diagnostic de TDA à 40 ans. C'est ça. Puis c'est toujours une question que je me pose de, OK, j'ai réussi malgré que Ouais. j'ai pas eu d'accompagnement puis que j'ai pas eu de diagnostic. Fait que j'ai contourné plein de problèmes. Mais si je l'avais su plus tôt, est-ce que ça aurait fait de moi... Est-ce que, par exemple, c'est moi qui animerais et c'est toi qui serais chroniqueur? C'est ça, ça se pourrait. C'est ça. Est-ce que ça aurait fait une inversion? Non, mais je le sais jamais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de plans d'intervention. Puis, j'ai l'impression qu'on est tellement... C'est tellement du sur-mesure, du à la Ouais. carte, qu'il y a moins de possibilités de se façonner puis de tirer son épingle du jeu malgré ses différences et sa neurodivergence. Ben, à tel point que là, tout ça vient d'un sujet de Radio-Canada. Puis dans l'article, il y a un spécialiste qui dit au Québec on est les champions du plan d'intervention. Mais ça se demandait est-ce qu'il n'y en a pas trop, peut-être? Parce que toi, Comment tu as ça- dû développer Ben, d'autres tu sais, outils, en quelque ouais. part. Idéalement, c'est bien de s'adapter aux élèves parce Oui, que tous les absolument. élèves ont pas tous les élèves sont différents. S'adapter aux gens, c'est bien. C'est juste que on demande ça à des profs à qui on donne pas plus de moyens. Ben tu sais. non. Exact. Ils sont pas plus nombreux, on leur donne pas plus de moyens, mais on leur dit, by the way, essayez d'en faire plus Oui. avec autant ou sinon moins qu'avant. tu Mais sais. il était Fait- débordé avant qu'il y ait des C'est plans juste ça, parce que d'intervention. s'adapter Ouais. aux élèves, moi, je trouve ça formidable. Mais Suivre la vitesse de cheminement d'un élève, respecter son rythme, moi, je trouve ça très bien. C'est vrai que c'est très Mais- systématique maintenant. Tu sais. Puis même, je viens de penser à ça, mais je suis en train d'inscrire ma fille la plus vieille pour le secondaire l'année prochaine. Puis je pense que la deuxième question, c'est nom du parent. Là. Plan d'intervention, oui, on peut le télécharger. Donc, on peut leur envoyer tout de suite le plan d'intervention. Tu sais, C'est comme la deuxième question qu'on te pose. Ah, oui. Mais là, il y a un plan d'intervention, puis il doit y avoir un plan alimentaire aussi. Ah avec oui, toutes les aussi, allergies. aussi. Mais moi, je comprends Oui. pas comment un professeur peut gérer C'est ça fou, hein? 30 fois pour... Ben, C'est beaucoup. 30, le nombre d'élèves? Toi, tu dis limite TDA ou... Ah ben moi, ça me parle vraiment beaucoup. As-tu eu ce ça, un sujet-là. plan d'intervention? Parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai un lourd TDAH, mais qui n'a pas été diagnostiqué, qui est juste que je me suis mis à sortir. La mère de ma fille, ma conjointe, c'est une psychologue. Puis c'est elle qui m'a appris, juste comme dans une conversation comme ça, que j'avais un gros TDAH. Puis tous ses amis sont neuropsy. Puis je leur ai dit, devrais-tu faire un test? Puis ils m'ont dit, je te dis, t'es vraiment TDAH, puis T'as pas économise besoin du 2000 $. Si t'as pas besoin Ouais. de médication, est-ce que t'es fonctionnel? Puis ce qu'elle me dit aussi, elle dit, je pense que t'as un petit combo de douance, hyperactif. Fait que ça marche, mais c'est pénible. Moi, Oui, quand oui, je oui. travaillais à Radio-Can, j'avais des journées, j'étais incapable de rien faire, puis des journées où j'étais en hyper-focus, puis je faisais 2 jours de travail, puis c'était souffrant.
J'étais devant des pages blanches, je me levais, je suais. Puis c'était des gros coups. Je faisais beaucoup, je faisais rien. Puis chaque fois qu'il y avait un meeting, je perdais la carte pour la journée. C'est ton puis... estime de soi aussi mais qui est sapée. C'est ça. Mais de comprendre ça m'a permis d'être indulgent envers moi-même puis de faire comme, OK, c'est pas parce que... C'est juste mon cerveau fonctionne comme ça. Fait que j'ai besoin de mettre des stratégies en place pour me permettre de... Tu sais, quand je suis pas capable de me concentrer, je fais d'autres choses. Puis des fois, je suis inspiré la nuit. Bien, il faut que j'accepte que je suis créatif cette nuit. Puis... Mais c'est à ça que ça sert, donc, des plans d'intervention. diagnostics. Non, mais sur le tard, c'est-à-dire que ça confirme des affaires, puis j'imagine que ça fait, un, je suis normal, puis deux, OK, je peux quand même m'adapter de cette façon-là. En fait, ça met des mots sur quelque chose que tu avais en tête sans savoir, sans pouvoir l'identifier clairement. C'est comme quelqu'un qui apprend, qui est autiste, puis qui fait « Ah, OK, maintenant, je comprends. » Ah, bien, ça va être un peu la même chose. Tu fais « Ah, c'est pour ça que j'ai eu ces problèmes-là, que j'ai eu ces défis-là. » Mais Bien, c'est fâchant parce qu'il y a aussi, plus on en parle, plus on en fait mention, plus, là, probablement, même sur l'émission, ça va être écrit « Ah, ouais, tout le monde, c'est la nouvelle mode à cette heure. Trouve-toi une lettre. » Oui, non, mais les gens qui ont un vrai TDA, moi, je suis fâchée, là, ils doivent être écœurés d'entendre tout le monde dire « Moi, j'ai pas été diagnostiqué, mais je pense que... » Oui, je pense que je suis pas mal TDA. Parce que tu tombes dans la lune une fois de temps en temps, t'es pas un TDA, tu sais. Mais c'est drôle parce que récemment, à Jeannot Barbecue, il y a Jean-Sébastien Girard qui t'a lancé des fleurs. Il dit, t'as jamais été aussi bonne. Et je suis d'accord, comme animatrice. Puis tu dis, ben, j'ai rien changé. Est-ce que c'est parce que... C'est chiant pour tes débuts, hein? C'est très chiant pour mes débuts. Non, mais je me dis, est-ce que c'est pas d'avoir eu ce diagnostic-là? Ou peut-être qu'on en parle plus, donc on se dit, OK, elle est comme ça. Tu sais, c'est ton style. Non, mais je pense que oui, en quelque part, parce que j'ai fait comme, OK, je suis comme ça et je vais arrêter de me forcer pour rentrer dans les carrés où est-ce qu'on veut me mettre, parce que ce n'est pas moi. Puis plus tu vieillis, plus on te fait confiance tel que t'es, et on n'essaie pas de te ramener de non, fais-moi du Sébastien Diaz. Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans ta façon d'animer? Avant, après, le diagnostic? Ben oui, parce que je suis médicamentée. Puis avant, je te dirais que je pouvais lancer une question puis plus me rappeler du tout. C'était quoi que j'avais demandé? Puis là, écoute, il y a des portes qui s'ouvraient. Là, c'est comme si je connaissais ma maison à l'intérieur. Il y a encore autant de portes qui s'ouvrent, mais je sais exactement je sais qu'est-ce que j'ai mis derrière chacune. Je comprends. Non, t'as rien perdu de ta spontanéité. J'ai rien perdu, exactement, mais elle est mieux organisée. Ouais. Mais est-ce que tu le vois comme une force? Ah ben oui, parce que ça m'a donné toute ma créativité. Puis, mais c'est vraiment, je me rappelle plus comment elle s'appelait, Annick Vincent, je pense, la neurologue, qui disait, c'est vraiment mon cerveau a besoin de lunettes. C'est ça. C'est ça, oui. On peut, tu sais, je suis myope, je vois quand même bien, mais c'est jamais aussi clair que quand j'ai ma médication. J'adore. Sujet, j'avais hâte d'arriver à celui-là parce que j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Parce que, tu sais, avant, là, les vedettes, on les voyait où? Sur les tapis rouges, bien mises et tout ça. Maintenant, on les voit en pitch. Ils sont en pyjama à Big Brother, de célébrité. Ils pleurent à Sortez-moi d'ici. Ils sont comme nous autres. Ils se brûlent la bouche dans Hot Ones, en thérapie dans Si on s'aimait célébrité. Tu sais, c'est Hugo Dumas qui constatait ça récemment, qu'on aime voir les célébrités dans toutes sortes je sais pas, plus vulnérables peut-être. Êtes-vous d'accord avec ça? On dirait qu'on aime ça. Pourquoi on aime ça, les voir? Je me pose la question, on aime ça tant que ça, ou si c'est parce que les réseaux nous proposent juste des Christy de vedettes dans toutes les Christy d'émissions de TV? Ça, c'est Ils veulent tellement pas prendre le risque. Peu importe le concept, il faut mettre des vedettes. Oui. Fait que, tu sais, je me demande si c'est tant que ça parce qu'on veut voir des vedettes souffrir. On aurait peut-être autant de fun à voir n'importe quel individu qu'on connaît pas souffrir, mais les réseaux veulent pas prendre le risque. Ils mettent des vedettes partout, je trouve. Mais à partir du moment où c'est des vedettes, là, je pense qu'on constate qu'on aime ça, ces vedettes-là, les voir dans un contexte de vulnérabilité. Qu'on les voit pas habituellement. C'est ça. Mais je pense à toi qui anime sucré-salé l'été. Tu en fais des entrevues, puis tu le sais comment... On a tous une cassette, puis en même temps, on finit tous par répondre aux mêmes questions. Moi, même comme invité, des fois, j'aime ça qu'on me propose quelque chose de différent. Autre chose. Ouais, pas nécessairement manger des ailes piquantes, mais juste aller ailleurs. Ça nous fait sortir un peu, même nous, comme invités, des fois. Puis les gens veulent nous voir aussi peut-être dans d'autres contextes. Ça, c'est très possible. Parce que moi, je l'ai remarqué sur des médias sociaux, j'ai bien plus de réactions quand je prends une photo de mon risotto que quand je parle de mon show que j'ai fait. Surtout que ton risotto, il est très bon, mon risotto. C'était un Christy de risotto, là. Non, mais tu comprends que c'est pas mon métier, ça n'a rien à voir avec ce que je fais dans la vie, mais ça intéresse plus les gens que si je leur dis « Hey, j'ai un nouveau numéro que j'essaye ce soir à Laval. » Puis, tu sais, les gens, ça les intéresse, mais jamais autant que moi qui est en train de faire une recette où je fais une batch de sauce à spaghetti.
je vais avoir 450 En pleurant. canals. En pleurant. Il n'y a pas un enjeu de soif d'authenticité là-dedans, parce que, tu sais, il y a quelque chose d'attendu quand on parle d'un spectacle. Mettons, dans ton cas, tu parles d'un spectacle, les gens vont, tu sais, t'es humoriste, ils vont savoir que tu vas parler de ça. Mais là, si tu nous emmènes ailleurs, un peu plus dans la sphère de l'intime, tu sais, du privé, que tu nous parles de ta bouffe, ou bon, il y en a qui vont parler de leurs enfants, ou parler de leurs vacances, de choses qu'ils ont fait dans leur maison, tu sais. Mais ça fait longtemps quand même que ça existe. Hein? Il y a longtemps, tu sais, dans c'est pas nouveau. Les magazines à potins aussi, autrefois, là, c'était ça. Là, on découvre, tu sais, le chez-soi de telle vedette, elle nous montre sa nouvelle déco. Il y a toujours mais sur les médias sociaux, on a des chiffres qui prouvent. Tout à fait. Tu sais, tu vas avoir 1200 commentaires, puis pour ta publication où tu parles de ton travail, tu as 20 commentaires. Oui. Il y a mais c'est pas différence nécessairement énorme. 20. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Peut-être, c'est que peut-être les gens sont intéressés de voir c'est quoi ta recette de risotto, sincèrement. Parce que Aussi. ça a vraiment l'air bon. Puis quand on glande sur les réseaux sociaux, tu sais, on cherche quoi? Tu sais, à être diverti, à rire, peut-être, à apprendre des affaires, ou on va suivre quelqu'un qui fait une chaise parce qu'on est comme, ah, wow, t'as tellement l'air passionné de ça. Fait que peut-être ce qui est plus une annonce de je fais ça, c'est moins dédié au canal, peut-être, dans les codes de ce canal-là. Mais tu parles réseaux sociaux, on est très aussi influencé par ça, non? Tu sais, les stunts, tu sais, tout est très formaté sur les réseaux sociaux. Tu fais une entrevue en bungee, là, tu sais. C'est peut-être ça aussi qui s'en vient dans les médias traditionnels, tu sais. C'est un peu ça qui déteint, T'as-tu déjà vu peut-être. ça? Non, là, je viens de l'inventer. J'essaie juste de voir comment ça de la fonctionnerait. télé-réalité aussi. Tu sais, tu dis, c'est des vedettes partout, on veut les voir, mais on veut voir du vrai monde aussi, la Survivor. Tu sais, il y a de plus en plus de télé-réalité qui nous envahissent. Fait que si nous, on se met à juste parler de notre disque puis parler de sortir notre cassette, c'est sûr qu'on devient inintéressant à côté du vrai monde. Je pense que ça n'a jamais tant intéressé les gens. Tu sais, si j'explique aux gens comment j'écris, ce qui s'en vient, je pense pas que ça intéresse tant les gens. Les gens veulent nous voir, ils veulent nous entendre parler de n'importe quoi. Ils vont nous aimer. On veut s'identifier. Tu comprends-tu? On n'a pas parlé tant que ça de ton métier. On a plus parlé de comment tu l'as abordé par rapport à ton TDA. Les gens, ça les intéresse bien plus que de savoir comment tu fais ton plan d'entrevue. Mais c'est humain, c'est normal. Oui, c'est ça. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment tu écris tes jokes parce que j'aspire à écrire des jokes. Mais c'est une niche. Alors que c'est plus universel, peut-être la neurodivergence, la cuisine. En même temps, famille. la job de Catherine est quand même le fun à décortiquer parce que tantôt, on était au maquillage, puis là, on l'entendait parler au téléphone, puis elle dit « Est-ce que la génisse a mis bas? » OK, la vache a eu son bébé, tout ça. Parce que ça nous amène au dernier sujet, mais ça, vous allez comprendre. Elle, c'est ça qu'elle c'est à dire avec ça dans son travail au quotidien. Si on vous traite de vache, là, peut-être que... elle est mal réagir et tout ça, mais peut-être aussi que je vous trouve juste magnifique. Bien, ça peut être positif. Et je dis ça parce que dans justement le prochain épisode de La Semaine verte, elle nous fait découvrir les coulisses d'un grand concours de beauté bovin. Oui. Donc, c'est pour ça que tu parles de vaches beaucoup ces temps-ci. Oui. C'est quoi, ça, des concours de beauté? Bien, écoutez, dans les expos agricoles de tout temps, pratiquement, c'est vieux, là. Il y a même de très vieilles expos agricoles. Saint-Hyacinthe, ça fait longtemps. Saint-Hyacinthe, il y en a qui ont plus de 150 ans, là, au Québec. Et il y a des concours... On n'appelle pas ça des concours de beauté, nécessairement. C'est des jugements. C'est des jugements aux les différentes races d'animaux. Ça peut être des... Là, dans ce cas-ci, regardez comme elles sont c'est des mignonnes. Holsteins. Oui, ça, c'est des Holsteins. On les connaît. C'est des vaches noires et blancs. C'est des championnes de la production laitière. Puis là, vous voyez ce juge qui est venu d'outre-mer, qui a attiré plein de candidates pour décerner ses prix. Mais oui, c'est fascinant. Il y a tout un monde. Les vaches sont préparées pendant des mois et des mois. En fait, dès la naissance, le producteur, dans le reportage, il dit « Ah, moi, quand t'es née, là, je le savais tout de suite. » Il savait, là. Ah oui. Et le suprême laitier à Saint-Hyacinthe, c'est comme le point culminant des expos agricoles. Il y a eu des gagnantes régionales. Puis là, c'est pour couronner la championne provinciale. Mais ça sert à quelque chose. Au-delà de, oui, c'est drôle puis c'est cute, mais ça sert vraiment à quelque chose là, pour les agriculteurs. Tout à fait. Bien, parce que c'est, par exemple, des vaches qui vont être d'excellentes productrices, qui vont avoir... Qu'est-ce qu'il regarde, en fait, le juge? C'est ça qui est intéressant. Je suis allée, moi, cet été, à l'expo de Brome Fair, qui est une vieille exposition en Estrie. Puis je me suis retrouvée par hasard. C'était le concours de moutons. Puis moi, je veux dire, je connais pas toutes les races de moutons. Il y en avait tellement des beaux, des longues oreilles. Ils sont tellement des gros, des petits. Puis j'étais assise à côté d'un monsieur. Je sais pas s'il avait déjà été juge, mais c'était un spécialiste. Puis là, il me faisait remarquer plein d'affaires. Lui, il voyait pas les mêmes choses que vous et moi. Là, il disait, oh, regarde, le porc, les jambes. Puis c'est ça beaucoup. Ils vont regarder la santé des pattes.
pattes parce que c'est très lourd, une vache. Il faut qu'elle soit capable de vivre longtemps, de se tenir sur ses membres. Ils vont regarder, évidemment, la croupe. Est-ce qu'elle va avoir une belle largeur, capable d'enfanter, de mettre bas, c'est ça de aussi. vêler. Hein? On parlait de... C'est tout ce vocabulaire aussi, vêler, avoir un veau. Oui. Les pies aussi. Les pies, oui, évidemment, la santé du pied, ça, c'est super important. Le port de tête, quand même, aussi, parce que c'est une exposition. Oui. Et quand il s'entraîne avec elle, là, c'est pour qu'elle soit capable de marcher, de bien se tenir, qu'elle soit belle. Il la coiffe, il les rase. Écoutez, c'est Oui, mais tout sa un personnalité cérémonial. dans tout ça. Ouais, c'est ça. On en tient très peu compte. Je trouve ça genré comme concours. Ouais, oui. c'est comme rétrograde. Ouais, mais ça fait juste attiser les standards de beauté réalistes. Absolument. Bon, écoutez, chez les ce Absolument. sera pour un autre épisode. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos jeunes filles? Une boisson à base de bactéries. génisses. Oui, c'est ça. Une boisson à de TV. génisses. Après la pause, on vire complètement kombucha. Ça fait des semaines qu'on travaille sur du kombucha maison. Nous autres, on va... Vous en avez fait? Oui, on a fait. Va-tu en boire?
Bon, qu'est-ce que ça fait si je prends du sucre, du thé, un gros champignon gluant qui ressemble à une méduse, un délicieux, ça c'est pas moi qui le dis, breuvage pétillant, du kombucha finalement. Mais on dirait que tout le monde fait son kombucha, boit son kombucha, connaît la meilleure place de kombucha. Pourquoi? C'est un trend. Que ça pogne de même. C'est un trend. C'est un trend. Bravo. Ça vient d'Asie. Ah non? Bon, ben là, je commence par une fausseté. Ça va être un très bon segment. Finalement, c'est pas du tout populaire, cette boisson. C'est marginal. Mais c'est vieux. Donc, c'est une vieille. Si c'est une tendance, elle est vieille. Ben, ça vient d'Asie. Je suis correct avec ça. Ben, c'est vieux, mais c'était pas une tendance avant. C'est relativement récent. Qu'on en voit partout. Ici, il y en a des quantités énormes. Oui. Bien là, bon, dans les années 2000, en Californie, ça a commencé à être popularisé comme un élixir de longévité. Reprends ta confiance. Regarde la ouais, c'est vrai. Reprends ta confiance. Le kombucha. Tu connais pas ça, toi? Moi, je connais pas ça. Moi, je connais pas ça. Moi, je pensais que c'est un truc de hippie, pour être mais c'est ça. À l'époque, en tout cas. J'ai de la misère à sortir ça de moi, mais... C'est-tu la nouvelle crème Budwig? Oui, c'est ça, C'est-tu la nouvelle crème Budwig? C'est de la Budwig. Une affaire qui arrive, là, que tout le monde trippe pas tant que ça là-dessus, mais c'est en mode pendant un bout. On est avec des ça haters. Ça va disparaître éventuellement. Des kombucha. Dans les années 2015, tout le mouvement de on mange santé, bio, végé, moins de sucre, moins d'alcool, et ainsi de suite, le kombucha a explosé parce que ça coche toutes ces cases-là. Oui, c'est vivant. Oui, un autre point, c'est un probiotique. Donc, on mise sur on présente ça comme une boisson qui est bonne pour la digestion, ce qui est vrai aussi. Oui, tout à fait. Fait que ça coche toutes les cases du mouvement, on mange santé et tout. Fait que quand les influenceurs, les médias ont embarqué là-dedans, on vend ça comme une boisson cool et branchée, mais c'est devenu super populaire. Puis le marché mondial, la kombucha a triplé en 2021-2024. Les perspectives de croissance aussi sont ahurissantes. C'est 20 par année. C'est drôle parce qu'on en voit, là, bon, ça, je vais vous en parler. Qu'est-ce que c'est ça? C'est celui qu'on a fait ici, mais j'allais dire, en fait, tu sais, t'as beau acheter ça dans les dépanneurs, les épiceries, puis c'est chic et tout ça, c'est assez facile à faire à la maison. C'est très facile. Le tien a l'air dégueulasse. Ça, ça fait des semaines que quelqu'un ici... Ça n'a jamais l'air chic, là. Ça, c'est une mère kombucha. C'est quoi une mère kombucha? Bon, une mère kombucha, c'est... Mais nous autres, on n'est pas du côté des haters. Vous autres, vous aimez ça. Ah non, mais attends un peu, moi, j'aime ça, j'en bois, là. OK, oui. Mais c'est ta ici, là. T'en bois avec des petites pointes, là. Non, mais c'est vrai que c'est laid. Il a l'air dégueu. Non, c'est sûr, c'est l'accord, tout à fait. Mère kombucha, c'est un mélange culture symbiotique de bactéries de levure. On dit souvent que c'est un champignon. Tu as dit champignon dégueu d'entrée de jeu, mon Dieu. C'est vrai que c'est un champignon? C'est pas un champignon, c'est vraiment un mix de levure, bactéries, plein de micro-organismes, c'est vivant. Puis effectivement, quand tu mets du thé noir et du sucre, avec ceci, essentiellement, c'est la mère elle-même, mais beaucoup le liquide qui est très riche en micro-organismes. Ça va faire une fermentation. Ça va dégager du dioxyde de carbone, donc d'où le petit côté effervescent. Effervescent, c'est ça. De l'éthanol aussi. Oui, de l'éthanol, effectivement. Les antioxydants qui sont dans le thé. C'est important de prendre des aliments de qualité quand même, du thé de qualité, parce que plus il y a d'antioxydants, plus il va en avoir à la fin aussi. Ah oui, OK. Oui, puis il y a quand même des vitamines qui se créent d'elles-mêmes par l'action des micro-organismes. Dans ça, il y a quelque chose quand même d'extraordinaire là, dans ce qui se passe avec l'infiniment petit. C'est pas un champignon. Ce n'est pas un champignon, ça me rassure, déjà. Des bactéries et des levures. Une culture, c'est ça aussi, je trouve. C'est parce qu'on insiste beaucoup sur le fait que c'est une colonie de bactéries. Exact, je les vois vivre. Culture de levure. Je les vois vivre. Oui, mais je veux dire, dans le yogourt, il y a des bactéries vivantes. Tu sais, c'est ça, là. Dans le fromage, du fromage au microscope, là. Tu sais, je veux dire, mais ça, est-ce que c'est le genre de truc que si tu le fais toi-même, tu le passes à ta sœur, tiens, prends ma mère, puis rends-toi-en un, puis comme le gâteau aux fruits de Suzanne ou comme une bouteille de mercurochrome. Oui, tu passes ça de génération en génération. Mais c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Il y a plein de marques. C'est niaiseux à faire, là. Bon, mais comment t'en as fait, toi, à la maison? Oui, c'est ça. À la maison, on en avait en cycle constant. Tu prends un litre ou deux de thé noir avec du sucre, 3/4 de tasse ou une tasse indépendamment. Tu mets ta mère là-dedans, tu mets un linge qui respire en élastique, température pièce une semaine ou deux à 21-27 degrés. Puis là, ça fermente. Après ça, tu enlèves le linge, tu l'embouteilles, tu mets des aromates, gingembre, des fruits ou peu importe. Si tu veux faire ça sucré-salé. Et même si tu... Et après ça, 2 à 5 jours. Puis là, ça coûte quelque chose. Il y en a des très bons. Puis moi, j'en ai trouvé une sorte que j'aime bien parce que pas trop calorique. Tu sais, tu veux essayer de boire de quoi, mais tu veux pas que ça remplace le Coke, là, tu sais. Fait que tu veux quand même prendre de quoi qui va goûter bon, qui va changer de juste boire de l'eau, mais tu veux pas que ça soit trop calorique. Fait que, tu sais, il y a... Comme celui-là n'est pas si persto gingembre. Bon, c'est celui du commerce, c'est pas celui qu'on a fait ici en passant. Ça, c'était pour la démonstration. Mais pourquoi tu parles au passé?
Tu dis, on en faisait? Je sais pas, la mer s'est perdue. Je pense que quand tu es tanné d'en faire, parce que nous, on avait un cycle constant, on en buvait tout le temps, il y en a d'autres en préparation. Quand tu veux arrêter, tu mets la mer dans un peu de kombucha, dans un pot, dans le frigidaire, 2 mois, puis c'est correct. Mais je pense qu'entre-temps, il y a un déménagement. Quelqu'un aurait ta mère kombucha, ton bout de... Si vous trouvez ma mère, appelez-moi. si vous trouvez une pancake visqueuse à terre, c'est ma mère. Fait que c'est peut-être là pour rester, finalement. Ben, c'est Parce que moi aussi, je pensais que c'était une tendance comme la crème Bodwick, comme le pulled pork, comme toutes ces affaires-là. Non, moi, je pense que ça va... Bien, surtout avec l'intérêt pour les aliments santé. Ça reste qu'effectivement, c'est une belle alternative à des boissons gazeuses qui sont archi sucrées. Ça, c'est beaucoup moins sucré. Ça pétille un peu. Moi, mes enfants aiment ça. Ils trouvent... pour eux, c'est une petite fête. Oh, on va boire du kombucha. Il y a plein de saveurs aussi. Si tu le fais à la maison, moi aussi, je me suis acheté une mer cette semaine. Puis je vais commencer à en faire. J'en ai jamais fait encore, mais j'adore. Avec du rhum, tout passe. Ben oui! C'est sûr que c'est bon, du rhum, en plus. Ça aide toujours un peu. Mais là, je m'en vais ailleurs pour aller à la pause, mais pas tant que ça, parce qu'on parle de nourriture. Il reste que plusieurs enfants qui ne mangent pas à leur faim tous les matins. Et Laurent Paquin, fier ambassadeur, on va dire ça, très fier du Club des petits déjeuners, mais va animer, écoutez ça, c'est le tout premier gala Petit-Déj Comedy Club. Et là, on pourrait dire, bon, c'est un petit show. Non, c'est un vrai spectacle. François Bellefeuille, Mégane Brouillard, Stéphane Fallu, Corinne Côté, Billy Tellier et évidemment Laurent Paquin. C'est présenté le 3 novembre, donc c'est bientôt, là, au Théâtre Manuvie. Du 10-30 à Brossard. Du 10-30 à Brossard. Là, on sent... il est facile de se parker. Oui, il y a toujours de la place. On sent un regain d'intérêt pour la souveraineté, je pensais pas dire ça, chez les jeunes en tout cas, mais est-ce que le Québec a nécessairement le moyen de ses ambitions? Si on parle de cash, Gérald Filion va nous répondre pour retour.
Depuis quelque temps, non, c'est pas de la science-fiction, on sent vraiment un regain d'intérêt pour la souveraineté, en tout cas chez les jeunes artistes, entre autres, comme Lou Adrienne Cassidy, qui s'est positionné il y a quelques jours pour l'indépendance. Même cet été, à son spectacle au Franco, il y avait plein de gens avec des drapeaux d'indépendance. Mais une jeune influenceuse aussi qui a fait ça récemment. Ah oui? Je me rappelle plus son nom, maudite marde. Ben, elle avait dit ça. Elle dit, le Québec va être un pays bientôt. C'est cocotte, l'influenceuse. Voilà. Je cherche. Mais là, est-ce que le Québec aurait les moyens d'être un pays? C'est justement une des questions que se pose Gérald Filion dans les tout nouveaux épisodes de son balado Questions d'intérêt. Bonjour, Gérald. Bonjour. C'est drôle parce que quand on parle d'indépendance, le pour, c'est toujours question d'identité. C'est une question identitaire. Le contre, c'est l'argent. On dirait que c'est ça qu'on prend comme un contre-argument. Moi, je suis parti avec cette idée-là. Ben oui. Et les personnes que j'ai interviewées, j'interviewe Guy Lachapelle, qui est un professeur à l'Université Concordia, un penseur de la souveraineté historiquement. Guy Lachapelle, très intéressant parce qu'il a eu accès, lui, à l'un des rares documents de préparation économique, financier, un document fiscal qui avait été préparé par Carl Grenier, par des gens qui étaient là à l'époque de... Un haut fonctionnaire. De M. Parizeau, un haut fonctionnaire. Et quand on se plonge là-dedans, c'est qu'on se rend compte qu'il y avait, beaucoup de préparation économique, beaucoup de préparation budgétaire. Et M. Lachapelle me dit, ben non, le projet de souveraineté était aussi un projet économique à l'époque, parce que quand on se rappelle 1995, ça fait 30 ans, on sortait du libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, on avait conclu cet accord-là. Il y avait eu l'accord avec les États-Unis en 1989, 88-89, M. Mulroney qui était impliqué là-dedans, la chute du mur de Berlin, et on présentait les choses comme étant une possibilité pour le Québec d'entrer à la table des nations, de faire partie des grands accords internationaux. M. Lévesque voulait même à l'époque sa place à l'ONU. Là, exactement. Oui, c'est sûr qu'un Québec souverain aurait sa place à l'ONU, aurait sa place dans l'ASEOM aujourd'hui, l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Donc oui, c'est un projet identitaire, très culturel, avec la langue française, mais c'est aussi un projet économique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert en parlant à Guy Lachapelle, puis en parlant à Jean-Luc Landry, qui est un économiste qui a voté non, et à Jean-Martin Hossan, bien sûr, qui est un économiste qui, lui, a voté oui. Il a même créé un parti Option nationale. Oui. Mais là, c'est drôle parce qu'on revient en 95. Pauline Marois, à l'époque, disait... faut s'attendre si le oui passe, il faut s'attendre à 5 ans d'instabilité économique. Oui. Donc, je ne sais pas si ce sera encore ça aujourd'hui. On l'a déjà commencé. Bien, en fait, on est dans on est dans une période très instable. Comme si on était dans la stabilité aujourd'hui. On est dans une incertitude économique qui est créée par Donald Trump, puis on se demande aujourd'hui quelle serait l'instabilité économique si on admet qu'il y a une instabilité économique ou financière qui serait associée à un référendum gagnant pour le oui, dans le contexte où Donald Trump est à la Maison-Blanche. Mais tout ça est très, très hypothétique, là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et juste pour vous dire, M. Parizeau et l'équipe qui avait préparé ce document-là parlait d'instabilité, savait qu'il y aurait de l'incertitude et de l'instabilité. Et le déficit de l'année 1 d'un Québec souverain, en 1995, était évalué déjà par Carl Grenier à l'époque et par les autres qui ont participé à ce document-là à 12 milliards de dollars. Juste vous dire que M. Girard, l'an passé, a annoncé un déficit record de 14 milliards. Fait qu'imaginez 12 milliards en 95, ce que ça voudrait dire. Je pense que les gens étaient quand même lucides sur les difficultés qui pouvaient être associées à cela. Cela dit, le mouvement souverainiste a toutes sortes de bonnes raisons, de moins bonnes raisons pour d'autres, de vouloir faire la souveraineté. Tu sais, si on vous dit demain matin, là, justement, le Québec devient un pays 11 étages du Canada, avec toute l'instabilité économique que ça peut ou ne pas engendrer, on vous répondait quoi? C'est quand même... c'est de l'inconnu, là, total. Moi, personnellement, j'ai toujours été souverainiste. Je le suis encore. Puis j'ai l'impression que l'argument de l'instabilité économique est plus un argument partisan qu'un argument qui repose tant que ça sur des faits, sur des vérités. Moi, j'ai l'impression que l'argument économique est souvent là pour faire peur. Puis du côté des souverainistes, c'est pas intéressant de dire hey, on va vendre la souveraineté en disant ça va être bon pour l'économie. C'est pas vendeur, fait qu'il faut y aller avec l'émotion. Mais de l'autre côté, on dit c'est pas l'émotion qui va gérer le pays, c'est l'économie. Tu sais, tout le monde a son point de vue indépendamment de l'économie. Puis après ça, tu t'analyses l'économie en fonction de ton opinion que tu as déjà avant. C'est selon moi. Mais c'est sûr que le camp du non a beaucoup d'arguments économiques. Il utilise beaucoup la peur économique, entre guillemets. Il va arriver ci, il va arriver ça, vous allez perdre ci. Mais le camp du oui dit, mais non, mais notre projet est quand même aussi économique. Voici ce qui peut arriver. Mais comme je vous dis, je pense qu'il est acquis, même dans le camp du oui,
qu'il y a une forme d'incertitude, qu'il y a une forme d'instabilité, qu'il y a un coût également qui est associé à ça. Maintenant, est-ce que les Québécois, les Québécoises disent que ça vaut la peine, effectivement, ce coût économique pour des raisons culturelles, pour des raisons C'est comme devenir propriétaire, c'est comme partir en appartement une première fois. Il y a des coûts au début, tu t'achètes un nouveau poêle, tu t'achètes un nouveau... Mais une fois que c'est là, tu sais, c'est normal que dans une transition, il y ait des coûts, mais c'est pas l'économie, ça va être ça à partir de maintenant. Il y a des coûts là. Mais en as-tu les moyens? On répond pas à la question, j'ai l'impression, mais j'ai envie de te demander, Gérald, est-ce que le Québec a les moyens de cette ambition-là? Jean Charest a dit oui. Je veux dire, c'est pas moi qui va répondre à cette question-là précisément si Jean Charest pense qu'on peut faire la souveraineté. Donc, c'est pas une question de moyens. Je pense que le Québec a des moyens, a des ressources, a des capacités. Je veux dire, on a la Caisse de dépôt, on a la Régie des rentes, on a des institutions. Hydro-Québec, c'est quand même une ressource exceptionnelle. Je pense que sur ce plan-là, le Québec a effectivement les moyens. Maintenant, ça appartient au peuple de décider si oui ou non on pense que sur le plan économique, culturel, politique, démocratique, en lien avec les États-Unis, notre place dans le monde, si cette place-là doit être un pays ou une province, comme c'est le cas présentement. En même temps, je regardais les chiffres cette semaine qui sont sortis dans la presse. On est à peine 30 des gens qui voteraient oui si ça arrivait demain matin. Fait que, on n'est pas encore là. Mais on en parle dans le balado, une région où ça peut arriver, une province, en fait, c'est l'Alberta. Là, on en parle beaucoup. Mais là, on est plus dans le côté économique, peut-être. Oui, exactement. Et l'Alberta, le mouvement indépendantiste au Québec a des racines. C'est profond. C'est un mouvement qui est structuré, qui est organisé. En Alberta, on n'est pas tout à fait là. Il y a un mouvement autonomiste, c'est-à-dire que l'Alberta veut plus de moyens. Ils sont bien tannés des entraves réglementaires du gouvernement fédéral sur le pétrole. Mais oui, le mouvement autonomiste, qui devient aussi un mouvement indépendantiste en certains endroits, s'appuie beaucoup sur l'économie, la capacité pour l'Alberta de pouvoir faire plus de pipelines, d'avoir moins d'entraves qui viennent essentiellement du gouvernement fédéral. C'est une frustration. À ce niveau-là, l'Alberta... Ce sera un Brexit albertain, en quelque part. Il y a quelque chose de se sortir vraiment de... Mais l'année prochaine, il pourrait y avoir un référendum à l'Alberta, parce que Mme Smith, la première ministre, a évoqué la possibilité de tenir un référendum. Et s'il y a une pétition assez large, c'est un référendum qui pourrait porter sur l'indépendance de l'Alberta et la sortie du Canada. Donc, est-ce que l'Alberta deviendrait un pays? Est-ce que l'Alberta pourrait s'annexer aux États-Unis? Je crois que le débat n'est pas rendu là. Mais ça demeure une possibilité, tout à fait. Puis la question d'argent, mais je finis là-dessus, mais la devise, là, il y avait cette question-là à l'époque. Là, moi, j'apprends qu'à l'époque, en tout cas, parce qu'on parlait de souveraineté, mais c'était de l'association aussi avec le Canada, donc on aurait conservé la monnaie canadienne. Qu'est-ce qui est le plus avantageux? Avoir notre monnaie québécoise ou... Bien, sur le plan de la stabilité, là, et... je veux dire, j'étudie pas à temps plein les indépendances. Je suis pas en train de vous donner la recette facile de faire l'indépendance, mais il a été convenu par bien des économistes que c'est plus simple de garder la même devise compte tenu de la stabilité qu'on recherche. On parle de stabilité. Je pense que ça a toujours été ça, d'ailleurs, qui a été dit, même par Parizeau et compagnie. Ça a toujours été ça. Il y a pas... C'est notre argent pareil. Il est à nous, cet argent-là, on l'a. Mais éventuellement... C'est pas de l'argent qui appartient au Canada. Là. Non, c'est ça, exact. Mais peut-être qu'éventuellement, 5, 10, 15 ans après la souveraineté du Québec, peut-être qu'une devise avec une banque centrale québécoise qui ne dépendrait pas de la Banque du Canada à Ottawa pourrait être forte. C'est vrai. Mais ça aussi, c'est hypothétique. Partons notre crypto-monnaie, Sébastien. Non, mais en fait, j'aime mieux l'idée de Jean Chrétien. Au risque de me répéter, on en parlait la semaine dernière, mais on a reçu Marie Dussault et Marc Laurando qui ont aussi fait une série balado sur le référendum de 95. Et il y a une archive que j'aime beaucoup de Jean Chrétien qui disait « Les Québécois vont être pognés pour payer avec le PQ, la pièce du Québec, avec Lise Payette dessus au lieu de la reine. » Tu sais, fait qu'on aurait peut-être une pièce avec Lise Payette. Ou là, ça pourrait être avec... PSPP. PSPP, ben oui, pourquoi pas. Merci, Gérald. Le balado Question d'intérêt, c'est en ligne sur Radio-Canada Audio. Et lui est toujours en ondes quelque part. Exact. C'est ça que je disais. On dirait que c'est comme le Téléthon, Gérald. Il est toujours là. Quand vient le temps de prendre soin de parents vieillissants, ben c'est pas tous les frères et toutes les sœurs qui s'entendent. On vous parle d'un sujet très touchant. Murphy.
il veille sur nous les premières années de notre vie. Ensuite, un jour, c'est à notre tour. C'est la force logique des choses de prendre soin d'eux. Je parle évidemment de nos parents. Par contre, ce qui va moins de soi, des fois, c'est comment on se répartit la tâche entre frères et sœurs quand le temps est venu. Donc, qui va s'occuper de quoi? Et c'est ce qui se passe de ton côté. Donc, vous vous occupez de votre mère. Comment ça marche? Écoute, ça a été une organisation. Ça a été un essai-erreur et nous, on a vraiment eu à décider de tout ça très rapidement parce que ma mère est rentrée dans un coin de mur il y a 12 ans. Opération au cerveau, il faut la déménager, la changer de maison. Puis pendant qu'elle était en réhabilitation, mon père a développé un cancer fulgurant. On est 8 à la maison, donc j'ai 7 frères et sœurs. Fait qu'il fallait faire un conseil très rapide de faire « OK, maman, on l'envoie où? Papa, on l'envoie où? Comment qu'on gère tout ça? Oui. » Et au décès de mon père, ça a créé des espèces... Les plaques tectoniques ont bougé parce que c'était « OK, mais toi, tu as pris cette décision-là, mais tu n'as pas consulté tout le monde. Toi, tu en as trop ses épaules parce que tu habites à côté, puis nous, on est plus loin. » Ça crée beaucoup de tensions dans les familles. Le fait d'être nombreux, est-ce que tu penses que ça aide un peu? Bien, parce que moi, les cas que j'ai entendus, c'est souvent des gens qui étaient un frère, une sœur... Le frère habite à côté, fait qu'il fait tout. L'autre est à l'autre bout du monde, fait qu'elle fait rien. Fait que, il y a des frustrations de « c'est tout moi qui fais tout ». Je pense que c'est la même chose, sauf que c'est divisé par plus de gens. Puis, mais qu'est-ce qui nous a beaucoup aidé, nous, avec le temps, parce que ma mère est encore dans un CHSLD, puis ça fait quand même 12 ans qu'on vit avec la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on a trouvé tous notre ministère. C'est ça. Au lieu d'essayer d'être tout le monde partout puis se culpabiliser de pourquoi toi tu y vas pas puis ouais mais c'est toi. Tu sais on a vu que OK bon mais ce frère là il est meilleur administratif que émotif mettons. Fait qu'il va s'occuper de tout ce qui est comme un cabinet. Communiquer oui c'est comme un petit gouvernement. C'est un petit gouvernement. Mais donc tu tombes pas des nues parce qu'on s'inspire d'un article dans The Guardian qui parle justement de ces fameuses tensions là. Entre autres tu sais le favoritisme. Des fois il est comme internalisé on le voit pas mais c'est là que ça va peut-être ressortir. Ah ben on sait bien quand tu étais petit maman t'as toujours plus aimé ou ah oui, c'est pour ça que tu as une tâche plus facile. Il y a ça qui ressort aussi des fois, des petites tensions. Ce qui est bizarre aussi dans l'approche aidance, c'est que souvent, plus l'enfant qui s'en occupe le plus devient l'antagoniste. Devient « Ah, c'est elle qui m'a placé. Ah, c'est elle qui m'oblige à faire ça. » Ça ne devient pas nécessairement le préféré. Puis le parent parle des autres qui sont pas là. Puis qui les encensent. Oui, qui les encensent pendant que toi, tu te fais en quatre pour ramasser ce qui te traîne puis aider. Je pense que le gros danger aussi, c'est de ne pas tomber dans la culpabilité ou dans penser que l'autre vit la situation de la même manière que soi. Moi, j'ai des personnes dans ma famille qui sont pas capables d'aller la visiter parce que c'est trop dur. C'est trop. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu le respectes, tu fasses OK, lui, c'est ce qu'il est capable de donner. Puis vous êtes une gang? Oui. Toi, t'es le ministre. Non, mais tu t'occupes de ton papa en ce moment. Mais tu sais, c'est un autre... une autre gestion, une autre façon de faire aussi. Ma mère est partie en décembre dernier. Puis, tu sais, mon père, elle a longtemps été malade. Mon père s'en occupait. Puis là, moi, j'habite à Montréal. Les autres sont à Québec. Fait que, tu sais, déjà, le fait que mon père s'occupe de ma mère, ça me permettait de descendre la fin de semaine. Mais là, ma mère est partie, fait que mon père, 82 maintenant, puis il a une grosse vie quand même difficile, il est fatigué, fait que là, c'est à moi de m'occuper de lui. Fait que j'ai quand même beaucoup cette conscience-là que je peux pas m'absenter trop. Puis là, j'ai fait des tournages à l'étranger. Ah oui, t'es nouveau papa aussi. Des projets, j'ai un bébé, puis tu sais, lui, il est tête de cochon, il est comme « Non, pas besoin de rien, tout. » Mais tu sais qu'il faudrait, tu sais, que je m'en... Ben oui, c'est ça. Non, j'ai besoin de rien, mais là, je le vois bien quand je vais à la maison que je gagnerais à être là plus souvent. Fait... Il est encore à la maison? Il est encore à la maison, dans la maison où ils habitaient. Puis, tu sais, il y a le projet de le rapprocher de nous à Montréal pour qu'on puisse être ensemble et tout. Mais je comprends aussi que la démarche de quitter une grande maison pour être en appartement... c'est difficile. Tu sais, je veux dire, c'est triste. Au début, il voulait partir vite parce qu'il voyait ma mère partout. Mais après ça, il est content quand même, justement, d'avoir une maison puis des souvenirs versus... Tu sais, partir d'un appart puis aller dans une maison, c'est un beau projet de vie, mais faire le chemin inverse à 80 ans, déjà que c'est un stress de déménager. C'est comme si on te dépossédait de quelque chose. Ta maison elle est tellement plein de symboles et tout ça. Mais c'est l'impression que ça peut devenir comme le début de la fin aussi, je Oui, c'est ça. Ben, c'est comme ça que ça doit se ressentir. Là, tu rentres dans un petit casier, tu es avec lui, il dit « Je vais être avec plein de petits vieux, ça va être déprimant, tout le monde est à moitié mort. » Mais c'est quoi le truc pour que ça se passe bien d'abord? Parce que surtout, tu sais, je disais dans The Guardian, on dit entre autres de s'y prendre d'avance. Oui, mais tu peux pas toujours. Dans ton cas, même ta mère est partie rapidement aussi. Mais c'est délicat.
délicat aussi. Oui, c'est délicat, mais vraiment, moi, puis tu sais, moi, j'ai commencé à en parler à mes enfants, ils me trouvent bien fatigante, mais il faut que tu commences à savoir, OK, mandat d'inaptitude, de tout ça. Oui, OK. Il faut que ça soit gérer ça quasiment froidement comme une business, hein? Exactement. Ouais. Ben, comme tu fais un testament, j'imagine. Il faut que tu détaches un peu, puis tu le fais. Exact. T'sais, sinon, il y a même quand vous êtes plusieurs, un médiateur, on parle de ça. Des fois, juste pour. Puis mettre ça sur papier au début, juridiquement, il y a quelque chose d'installé, puis ça va au-delà de nous autres. Mais il faut respecter comment on l'a préparé. T'sais. Les enfants sont pas trop ouverts à entendre ça, j'ai l'impression. Non, c'est ça. Arrête de dire que tu vas mourir. Oui. Voyons donc, oui. je devrais savoir. Au retour, on s'en va ailleurs, la championne du ring, mesdames et messieurs, Kim Clavel, sur le plateau. Cette semaine... Fort, mesdames et messieurs, avec le prochain sujet, parce qu'on reçoit la championne de l'International Boxing Federation, catégorie poids paille. C'est Kim Clavel qu'on va féliciter. Qu'est-ce que ça signifie, ce titre-là, pour toi? Premièrement, allô, parce que pendant la pause, on était des jeunes, nous autres, on la matraque, là, on la mitraille de questions. Depuis 2 minutes, là. On a tellement de questions. Mais ça veut dire quoi pour toi, un titre comme celui-là? C'était immense, c'était grandiose. J'avais tellement de pression sur les épaules à ce combat-là. Tu sais, pour moi, c'était un peu ça passe ou ça casse. J'arrive à 35 ans, c'était ma 4e tentative de championnat du monde. Je venais de perdre 2 fois en championnat du monde. Fait que, tu sais, c'était comme
plus gros que nature. Fait que la victoire en soi, je suis heureuse, mais le travail derrière, c'est ce qui me rend le plus fière. Puis là, dans les images, en tout cas, on te voit évidemment, on te remet une ceinture à la fin et tout ça. Tu l'as pas. Elle est où, ta ceinture? C'est bien long. Ils sont en train de la faire. Ils la personnaliser parce que, dans le fond, la ceinture, c'était elle, la championne du monde, seule kudos. Fait qu'après le combat, ils me la remettent, mais après, je dois aller lui remettre parce que c'est comme quand tu gagnes un trophée ou quelque chose, tu le gardes pour la vie, là, tu sais. Fait que là, ils sont en train de faire ma ceinture et je vais la recevoir par la poste. C'est vrai. Ah ouais? Ben, voyons par la bande. Avec les greffes. Oui, c'est ça. D'envoie ta main à la Moi, j'aimerais ça qu'on a peu de temps, mais qu'on règle la question. Il y a combien de Christy de catégories? Parce que là, poids paille, moi, ça fait pas longtemps que je sais que ça existe. Mais à un moment donné, il y avait les... Moi, dans ma tête, il y avait poids lourd, poids moyen, poids plume. Mais là, à un moment donné, il y a les super moyens, mi-moyens. Là, t'as le poids coq, même. Coq, paille, super paille, plume. Mais il y en a combien des catégories? Il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a comme une dizaine, 10, 12. Moi, je suis passée de mi-mouche, tu sais, c'est même pas une mouche. Mi-mouche. Une mi-mouche. C'est une mi-mouche, là. Un bout de mouche. Mais est-ce qu'à chaque 5 livres, on change de catégorie? Ça change. Plus que t'es petit, plus que L'écart. le gauge. C'est entre 108 et 112 livres. C'est deux catégories. On parle de 4 livres. Parce que c'est plus dur de couper du le poids. pourcentage de poids, exemple, pour moi, 5 livres à 100 livres, c'est 5 de mon poids, tandis qu'un gars de 200 livres, c'est plus facile de perdre. Tu manges 10 un ou 12 craquelin livres. puis tu changes de catégorie. Exactement. Ou un kombucha. Un verre de kombucha. T'es effervescent. Boy. Mais d'ailleurs, loin de moi l'idée de te demander ton poids dans la vie. On fait pas ça avec Ça me une femme. gêne Mais pas. boxeur, c'est différent. Dans la vie, est-ce que tu pèses la même chose que tu pèses sur le ring? C'est-à-dire à Non, quel point il y a un gros écart? En ce moment, je pèse 112 livres. OK. Donc, quand j'ai boxé à 105, il y a quand même un régime. Je suis ça. suivie par une nutritionniste. Il faut que tu le fasses de la bonne façon, sinon ça peut être dangereux. De passer de 108 livres à 105 livres, ça a l'air de rien, mais le petit 3 livres qu'il faut que tu te déshydrates C'est la beaucoup. veille du combat, c'est difficile. Mais les Parce filles... qu'elle a pesé. C'est la veille. C'est 24 heures avant le c'est la combat. veille. OK. Donc, tu sais, la veille à l'hôtel, je suis dans mon... Moi, j'appelle ça mon air fryer. C'est comme... Ça te parle, ça? Air Boy. fryer. Je m'assois dedans avec une serviette. Il fait chaud. C'est comme un sauna portatif. Puis là, t'arrêtes de boire, t'arrêtes de manger durant 24 heures. Puis je peux vous dire que le lendemain, à la pesée, je suis irritable, je suis impatiente, j'ai hâte que ça se fasse. Qu'est-ce que tu manges en dangereux, ça. sortant? Mettons, là, après, une fois que tu as remporté puis tu vas célébrer, tu manges quoi? Mon premier vrai repas. Ah oui? Moi, je suis une mangeuse de pizza. Ah, c'est ça, que tu y vas en Après ligne, un là. combat, là, une bonne pizza, là, c'est quelque chose qui... Des desserts, peut-être? Parce que là, tu coupes gâteau toutes les carbs dans le Tout. Gâteau au fromage. Non, mais avant le combat, tu dangereux. manges. Avant le combat, je mange. Ben oui. Faut qu'il y Quand ait des j'ai fini protéines. ma pesée, je prends électrolyte, une banane, un boost. Tu sais, je remange graduellement. Mais je parle de quelque chose de le fun, là, dans tout Ça, ce que c'est tu après le combat. Après le kombucha. Kombucha, Après le combat, c'est tout le ça. temps. Là, je reviens, tu disais que tu as perdu 2 championnats du monde. Oui. Je sais que tu pensais, je sais pas à quel point tu pensais ne jamais être championne à nouveau, mais tu sais, c'était 2 années difficiles. Très difficile de Comment on reconstruction. revient de ça? On n'arrête pas. On est persévérant, on est résilient. Il y a tellement eu de doutes dans ma tête. Tu sais, j'étais même plus sûre de vouloir continuer. C'est tellement de sacrifices, c'est tellement d'efforts. Tu mets tellement de choses de côté. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai une balance. J'ai une vie très équilibrée. J'ai rencontré quelqu'un, ça fait 2 ans. Tu sais, je m'étais même fermée à l'amour. Je mettais tous mes œufs dans le même panier. Moi, c'était boxe du matin au soir. Mais quand ça brise, t'as plus rien. Tu sais, aujourd'hui, j'ai un équilibre. J'ai quelqu'un avec qui partager ma vie. Tu sais, on dirait que je voulais pas de distraction. Je voulais pas voir mes amis. Je voulais pas aller au restaurant. C'était que là-bas que tu te sens coupable de faire autre chose parce que tu te dis, si tu fais autre chose, je vais pas être à mon meilleur la journée du combat, mais tu réalises que en vieillissant, le mental est tellement important, beaucoup plus que le physique. Le physique, pour moi, c'est un peu acquis depuis toutes ces années-là que je m'entraîne, là, tu sais. C'est l'autre qui est plus difficile à gérer, c'est le mental. Exact. Puis j'ai trouvé la recette. Tu sais, maintenant, quand que je vais mon 8 semaines à Montréal en camp d'entraînement, je suis bien parce que je le sais qu'après, j'ai autre chose. Kim Clavel, c'est pas juste une boxeuse. J'ai l'impression que la boxe, ça doit être un des sports où le mental est le plus important. Oui. Parce qu'il y a la technique, oui, mais l'état d'esprit dans lequel tu boxes doit être très, très, plus très important quasiment que ta forme physique. Vraiment. Tu sais, quand tu arrives dans le ring, t'es toute seule. Mais au fond, oui, t'es contre un adversaire, mais t'es contre toi-même aussi. Tu sais, la journée du combat, t'as des petites peurs. Là. Est-ce que tu te fais knocker devant tout le monde? Si tu vas être coupé? Si tu perds? Tu sais, t'as plein de petites voix. Fait que je pense, plus que tu réussis à contrôler ces petites voix-là, plus que t'es fort mentalement, plus que tu as des petites victoires jusqu'au combat, tu as plus de chances de gagner. Il faut que tu gagnes une petite étape à la fois, un round à la fois, tu sais.
Mais c'est long, je t'écoute dire, justement, la boxe, ce n'est pas tout dans la vie. Je ne sais pas si ça fait de toi une meilleure athlète. Parce qu'à la fin de l'émission, on va parler d'un mouvement en ce moment qui s'appelle Je m'en fous. C'est d'apprendre à se foutre de certaines affaires, un peu à botcher certaines affaires, mais bon, avec certains paramètres. Mais est-ce que ça t'aide de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier? Oui, puis il y a quelqu'un à un moment donné qui me dit, tu sais, Kim, la boxe, c'est ta vie, mais la boxe, c'est pas la vie. Puis ça me résonnait vraiment fort, tu sais, de dire, dans le fond, c'est un sport, puis advenant une défaite, la vie continue quand même. Je vais dormir dans mon lit, ma mère va m'aimer quand même, mon petit chien va pisser sur le tapis pareil. Ah, ça oui! Que la vie continue quand même. Il faut dédramatiser le sport. On dirait qu'on est tellement peur de la défaite, peur de perdre sa fiche parfaite, immaculée, peur de ce que les gens vont penser de nous. Mais la base, c'est que je le fais parce que j'aime ça. J'aime aller au gym, j'aime m'entraîner, j'aime mon équipe qui est comme une famille. Puis on dirait que quand tu réalises ça, tu as moins de pression sur les épaules, puis tu performes encore mieux, tu sais. Mais tu peux te faire mal, là. Tu peux te faire mal, en fait. Puis là, j'essaie de voir depuis tantôt parce que tu t'es coupé à l'arcade sourcilière pendant le combat. Peut-être ici, c'est ma 5e coupure au visage, mais c'est l'histoire. Ça te fait tellement bien. Regarde, là. C'est un style, hein? Soyons honnêtes, là. Mais c'est vrai qu'on lit tu peux lire son histoire, tu sais, dans C'est un peu comme... Moi, je trouve ça beau, des rides. Quelqu'un qui rit toute sa vie, il y a des petites lignes doigts ici. Des Mais toi, tu ris à coups de poing. Je ris à coups de poing. C'est un peu différent. Des enfants vont me croire, regarde, maman, ici, elle est coupée là, elle est coupée là. Ça, c'est une telle qui m'a fait ça. C'est une telle, genre, avoir l'air d'une toffe. Là, peut-être que je suis pas juste un peu pas assez au courant, mais est-ce que tu défends ton titre? Oui, c'est quoi la suite, là? La suite, ça va aller en 2026. Tu sais, là, vraiment, je me repose un peu. Ça fait du bien. Mais en 2026, il devrait y avoir un gros combat. Pour la suite, peut-être un combat d'unification ou une défense de ceinture. C'est quoi ça, un combat d'unification? Tu vas vers les autres ceintures. Exactement. Il y a 4 ceintures de championnat du monde. Maintenant, j'en détiens une. Mon but, c'est d'avoir les 4. Toutes livrées par la poste, hein, je le rappelle. Exactement. Ça fait des belles photos, ça, là, avec les ceintures partout. Là. Où tu mets ça? Jusqu'à quand? Tu disais que tu avais 35 ans? Oui, jusqu'à ce que la passion m'y mène, jusqu'à ce que je sois assez en santé pour le faire. Puis un jour, j'aimerais avoir une famille aussi. Tu sais, fait que c'est de balancer un peu dans tout ça. Mais pour l'instant, j'aime encore ça. Mais je pense qu'il me reste quelques bons combats à faire. Ben oui. On te souhaite bonne chance avec ton petit chien, en tout cas. Et de un. Et de deux, ben, la ceinture. Hein? J'espère qu'elle va arriver parce qu'avec la grève, j'ai perdu quelque chose. C'est-tu gros? Une ceinture. De championnat du monde. Ça arrive-tu par Poste Canada? Pas sûr. Merci, Kim. Merci beaucoup de l'invitation. Après la pause, un homme qui, lui aussi, vit pleinement malgré une condition qui aurait pu le limiter.
travers son passionnant livre Andy, François Bernier raconte comment il a choisi de vivre pleinement malgré sa condition. Donc, pour lui, pas question de juste survivre, il veut vivre à 110 un peu comme Kim Clavel, qu'on a reçu tout à l'heure. François Bernier, bonjour. Bonjour. Là, je vais le lire parce que je ne veux pas me tromper, parce que c'était à 2 ans que c'était arrivé. Diagnostic amyotrophie spinale de type 2. Oui. Comment on annonce ça à des parents? Comment on le fait? Qu'est-ce qu'on leur a dit à tes parents? Parce que tu as 2 ans, tu es un petit bébé. Oui, ben, en fait, c'est arrivé que une pédiatre m'a pris dans ses bras. Ouais. Tout de suite, elle a vu que j'avais un problème de tonus. Puis après, on a dû faire des tests. Puis c'est là qu'ils ont su que j'avais ça. Puis j'ai annoncé ça. Quand mes parents, j'avais 18 mois. Hey, c'est rapide. Ouais. Puis j'imagine que ça change. Toi, ça l'a changé sur le tard, mais la lunette aussi qu'on a comme parents, on se dit, OK, notre fils, il y aura des défis. Nous, on en aura comme parents aussi. Donc, comment est-ce qu'on adapte notre quotidien? Comment est-ce qu'on voit la vie? Ça a tout changé, là. Oui, puis surtout que là, on dit que mon espérance de vie, c'est environ 4 ans. Donc... Là, t'as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 36. Oh, on a déjoué les pronostics. On a déjoué les pronostics. Mais comment ça a changé leur façon de voir la vie? Parce que, tu sais, on sent entre autres là-dedans, tes amis étaient toujours à la maison. Tu sais, il y avait une certaine liberté, en fait, qui t'était offerte que peut-être d'autres enfants n'avaient pas. Oui, absolument. Ils voulaient toujours que je vis le plus possible parce qu'ils ne savaient pas quand que ça allait se terminer. Chaque fois que j'étais malade, que j'étais hospitalisé, il avait très peur. Puis ça m'a permis de vivre finalement plein de choses. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on entre dans ta tête. Puis c'est souvent des questions qu'on n'ose pas poser. Puis une des premières, moi, ça m'a surpris, c'est que tu dis, mettons que j'ai un chandail de laine, ça me pique. Mais je le sens que ça me pique, c'est juste que je peux pas me gratter. Mais donc, vous sentez tout. Oui, absolument. Oui, je sens tout, mais je peux pas bouger beaucoup. À part un peu mon bras droit, puis quelques doigts. Puis moi, j'aime ce que tes parents se sont fait dire, en fait, par des médecins. Je trouve que c'est un beau concept, je le lis, c'est dans le livre. Peu importe ce que vous choisissez de faire, envoyez votre fils à l'école régulière. Là, vous étiez en banlieue à Lorraine à l'époque. Si vous déménagez à Montréal, il ira dans une école primaire pour personnes vivant avec un handicap. Et là, votre fils, il va plafonner. Et le résultat de ça, c'est que tu es allé à l'école régulière et tu t'es fait des amis, mais vraiment des chums qui sont devenus comme ta garde rapprochée. Là. Oui. À quel point c'était important, cette gang-là? Pour l'entourage, pour moi, ça a tout changé. Quand je me suis fait des amis que j'ai encore aujourd'hui, c'est une gang vraiment soudée qui m'a emmené partout. Dans les festivals, dans les voyages, dans les bars. Puis j'ai vraiment une belle jeunesse. Puis, tu dis même que tu as vécu beaucoup de trucs d'ados, de jeunes adultes par procuration. Même les filles, OK, racontez-moi tout. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand t'es parti avec une telle, qu'est-ce qui est arrivé? Apprendre des autres. Ben oui, c'est un peu ça qui est arrivé, là. Oui, absolument. J'en ai fait des choses. Puis, c'est justement dans ce livre-là, je démontré que c'est pas parce que tu as plein d'imitations, tu as plein de challenges que tu peux pas avoir une vie extraordinaire. Il faut juste changer de mindset, pas être dans la peur. Et faire des mauvais coups. Je pense que c'est mes bouts préférés dans le livre parce que... Non, mais c'est parce que les parents, on est souvent pas fiers, ou en tout cas, on le dit pas dans la face de nos enfants qu'on les trouve cool des fois quand ils font certains mauvais coups, mais toi, c'était quasiment encouragé. Il y a plusieurs chapitres où vous faites des... Bon, des sonnes des Christ, pour pas les nommer, entre autres. À Ville-Lorraine. Lorraine-Nord, pour ceux qui connaissent Lorraine, là, Lorraine-Nord, c'est le côté chic de la ville. Tu fais pas des sonnes des Christ à Lorraine-Nord, mais toi, t'en faisais. Oui, on en faisait. Donc, tu sais, je suis quelqu'un qui aime avoir du fun, puis mes parents trouvaient ça drôle. Donc, on pouvait faire ça, puis à chaque été, c'était notre rituel. Les mêmes maisons tout le temps. Oui, c'était toujours les mêmes maisons. On faisait attention, mais des fois, il y avait des maisons qui commençaient à être tannées. Mais là, est-ce que tes amis te laissaient devant la porte parce que tu ne pouvais pas décrisser aussi vite que les autres? Non, mais moi, je roulais vite. Ben oui. Oui, il dit là-dedans, il était comme une fusée dans Lorraine-Couronne-Nord, puis François passait. Moi, OK, je suis retourné sur YouTube parce qu'il y a un extrait que j'avais vu passer à l'époque, en 2015, qui est complètement viral, puis je savais pas du tout que c'était toi, évidemment, et t'en parles là-dedans. 2015, tu vas avec tes amis à Oshéaga. Et là, arrive ceci, les gens te filment, on t'amène sur la scène et les gens te portent en faisant un genre de body surfing. Là. Ah, c'est génial. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Parce que t'es devenu instantanément une star du web. Oui, c'était fou. Il y a une vidéo qu'en 24 heures, il y a eu 800 000 vues. Puis le lendemain matin, j'avais des appels de Radio-Canada. Salut, bonjour. J'avais plein d'appels tout le monde m'avait vu, même en Europe. C'était complètement fou. C'était qui le chanteur? C'était Edward Sharp. Edward Sharp, Andy, son groupe, oui, c'est ça. On est resté là une quinzaine de minutes.
Mais là, on le voit pas, mais ils t'ont vraiment accueilli sur scène. Oui. Tu étais là pendant leur prestation. On chantait avec eux. Avec tes amis. Oui. Avec mes amis d'enfance. Incroyable. Oui, c'était tout un moment. Puis là, avec les années, on sent au début que tu essaies un peu de t'affranchir de ta condition et tout ça. Puis à un moment donné, tu dis, non, je l'embrasse en quelque part, puis je deviens activiste. Oui. C'est quoi, t'as une mission? Tu t'es senti investi de quelque chose? Oui, dans les dernières années, j'ai senti que c'était mon devoir d'aider ma communauté. J'ai compris un peu plus la réalité de ceux qui n'ont pas pu aller à l'école régulière ou qui n'ont pas un bon entourage, qui n'ont pas une bonne famille, comme j'ai eu. Pour eux, c'est très difficile. Puis il y a beaucoup à faire. Ne serait-ce que pour l'accessibilité. Tu parles de quand tu es allé à la Polytechnique, c'est ça? Tu es allé étudier à la Polytechnique, tu arrives là, rien d'adapté, en tout cas à l'époque. Oui, premier cours, ma classe n'était pas adaptée. Tu es retourné chez vous. Oui. Tu sais, imagine, tu te rends, transport adapté, tu arrives là et tu peux pas te rendre à ton cours, bien, tu retournes chez vous. Oui. Oui, c'était quelque chose. Tu sais, l'accessibilité, souvent, on n'y pense pas, mais il y a juste un commerce ou restaurant sur 10 accessible à Montréal. Ah, donc c'est pas... Je pensais que c'était mieux qu'avant, ou en tout cas qu'on avait cette conscience-là d'adapter. Ça, c'est obligatoire. Ben oui, moi aussi, je pensais. Malheureusement, non. Incroyable. Ça devrait. Et là, qu'est-ce que tu espères voir changer? T'sais, vu que tu t'impliques beaucoup, qu'est-ce que tu aimerais? Parce que là, tu dis, entre autres, l'accessibilité, c'est pas là, on n'est pas rendu. Bien, je pense que la plus grosse chose qui est vraiment importante, c'est qu'on arrête d'essayer de simplement faire survivre les personnes en handicap, mais plutôt les inclure dans la société, sur le marché du travail, dans les écoles. Ça va tout changer, puisque quand tu as tout ça, bien, c'est vrai que tu peux vivre des choses comme j'ai vécu. J'ai l'impression qu'il y a aussi une incompréhension de part et d'autre. Puis là-dedans, tu vas vraiment... tu vas à fond dans l'intimité. Mais c'est ce qui fait que ça démocratise et ça ouvre un peu la porte de ton intimité. Mais disons, la question qu'on n'ose jamais te poser ou que tu sens que les gens veulent te poser, c'est quoi? Bien, écoute, côté intimité, c'est sûr. Tout le monde est curieux. Personne n'ose pas en parler. Mais personne n'ose en parler. C'est pour ça que j'ai décidé de briser ce tabou-là. Parce que il y en a plusieurs qui n'ont pas droit à l'intimité, malheureusement, à cause de leur handicap, parce qu'ils n'osent pas essayer les travailleurs du sexe. Fait que j'ai décidé d'en parler dans mon livre, démontrer que, finalement, tu peux faire des super belles rencontres, puis que c'est très humain. Mais tout est là-dedans, puis je vous le dis, lisez ça. J'ai l'impression que t'es Forrest Gump un peu, parce qu'il a été partout. Il a même été invité à jouer au poker à Vegas. Donc, t'es allé dans un tournoi. T'avais remporté combien? Genre un petit 2000. Un petit 2000, tu sais, quand même. Champion de poker. Le livre Andy, donc, de François Bernier, avec il faut la nommer quand même, Sophie Marcotte, qui a collaboré à l'écriture. C'est en librairie depuis hier. Merci, François. Bien, merci. Merci pour la visite. Des fois, ça fait du bien de ne pas s'en faire après la pause pour terminer l'émission. Justement, on vous parle du mouvement Je m'en fous qui est viral. Autant que le kombucha. Ah, c'est un trend. C'est un trend. C'est un trend, un autre trend. C'est un trend.
proche. Bon, je voulais vous parler du mouvement Je m'en fous, mouvement qui aide les femmes à se libérer d'un poids social et de la pression du quotidien. C'est quoi Je m'en fous? C'est apprendre à botcher? Bien, pas nécessairement. Moi, j'appelle ça de même, mais bon. Je pense que c'est apprendre à lâcher prise sur certains aspects de sa vie, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression qui viennent de partout. Alors, on voit sur TikTok, entre autres, là, de plus en plus, des influenceuses, monsieur, madame, tout le monde, madame, surtout, tout le monde, je dirais, qui décident de nommer, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, là, de dire « je m'en fous de ça, ça, ça », de faire des listes. Puis c'est vrai que je pense que ça peut être assez libérateur. Bien, il y a un lâcher-prise qui, aujourd'hui, à mon avis, est indispensable. Parce que si on est soucieux de tout, on meurt. Là, parce que il faut apprendre. C'est lâcher-prise, puis c'est faire confiance aussi. Tu sais, des fois, là, mettons, comme artiste, on reçoit, mettons, des photos. Puis là, il faut que tu regardes les photos de casting. Là, puis là, tu fais, hey, vous autres, c'est lesquelles vous préférez? Choisissez-en une, là, je m'en fous. Je vous fais confiance. Oui. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu fais... En ce moment, j'ai la tête pleine. Fait que si je peux déléguer ça à quelqu'un, ça me fait du bien, moi. Moi, j'avoue que je me fous des fois. Il y a des moments où je me fous de l'actualité. On dirait que j'ai pas le choix de... Les périodes de l'année en vacances. Ça, c'est scandaleux! C'est scandaleux. Non, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Non, mais c'est dur à faire comme animateur. C'est très difficile. Mais c'est important de décrocher. Ah, mon Dieu, je la trouve dure, l'actualité. Ça peut être lourd. Toi, t'es un nouveau papa. Ça vient avec le « je m'en fous ». T'as pas le choix d'abandonner certaines affaires. Du lâcher prise, là. La bonne nuit de sommeil, là, c'est comme je cours après la carotte, là. Je m'en fous, là. C'est quoi la moyenne ces temps-ci, juste pour... Non, mais je dis ça, mais j'ai tout le crédit à ma blonde qui, elle, est en congé de maternité, puis c'est elle qui se lève pour allaiter pendant la tout nuit. ça pendant que toi, t'es ici à boire du kombucha avec Laurent Paquin. Ouais, je chill, là. Moi, je chill. Pendant que t'es jet set à boire la TV, là. Mais non, puis mais le lâcher-prise, OK, bon, peut-être que la nuit de sommeil, c'est pas le meilleur exemple, là, mais disons que juste, mettons, le ménage dans la maison, puis, tu sais, c'est une dompe à jouets à ciel ouvert, mais c'est correct, tu sais, j'essaie pas de... Tu t'en foutais pas avant? Non, moi, j'aimais ça. J'ai l'impression que je crois pas en tes « je m'en fous ». Je le sens pas assez. Non, mais j'ai un exemple très concret. C'est le fun, ce mouvement-là, je trouve. Moi, j'haïs pas ça. Je pense que c'est post-pandémie. J'ai l'impression qu'on a tous un peu... Mais tu sais, on parle beaucoup de la charge mentale. À un moment donné, des fois, je donne cet exemple-là avec ma blonde, que si je remplis le lave-vaisselle, elle passe après moi pour replacer les choses dans le lave-vaisselle. Je lui dirais, tu pourrais-tu, s'il te plaît, t'en foutre un peu de comment ils vont se laver pareil? C'est peut-être pas maximisé, là, mais Caroline, sac-toi-en donc un peu, là. Tu sais, enlève-toi de la charge mentale. Tu sais, même des professionnels. OK? Michel Hood, qu'on a déjà reçu ici, qui est médecin, elle a fait la liste des choses dont elle se fout en clinique de santé sexuelle. Et elle se fout... C'est très concret. Elle se fout que ses patients ne soient pas rasés. Elle se fout d'anatomie des organes génitaux. Elle s'en fout que... Si tu te laves pas juste avant ton rendez-vous, elle s'en fout. Fait que, tu sais, elle a comme appris à se détacher de certaines affaires. Mais c'est bien pour les patientes aussi, là. Je veux dire, ça te libère, toi aussi, ça te déculpabilise, parce que c'est facile de culpabiliser pour plein d'affaires, là. Avec les enfants aussi, tu sais. Oh, ils sont partis. Oh, mon Dieu, tu sais, ça ne matche pas, les vêtements, les sont pas bien peignés. Regarde, moi, je suis pas capable de faire des tresses françaises. Oublie ça, là. J'ai jamais été capable de faire une tresse. Mais des tresses, j'ai dit, je m'en fous. C'est pas moi qui vais y faire, là. J'ai tout essayé. Mais non. Pas si dur, hein? J'ai tout essayé! On est dans le gauche-droite, gauche-droite, gauche... C'est sur cette odeur de kombucha, mesdames et messieurs, qu'on close la semaine. La semaine prochaine, Marina Orsini, Michel Jean-Louis Duvin-Redding, Lydia Bouchard et Patrick Masbourian. Bon week-end! Et Minou, merci à vous!